J'ai appris à lire très tôt, par moi-même. Tout le monde ne sait pas lire à 3 ans en étant HPI. Comme j'avais ma double vie avec le tennis aussi, j'avais trouvé un équilibre. Je m'ennuyais jamais parce que j'allais piocher un peu partout. Je me suis en plus dans le tennis, je me sentais en décalage, socialement. Ils avaient vécu moins de choses, donc c'était vraiment dans une bulle de tennis. Et donc ça, je dirais que c'est une forme d'adaptation. Quand tu prends sur toi et que tu masques, entre guillemets, et tu vis tes choses, tu les gardes à l'intérieur. Jamais je laisserai ma fille faire ça. Après, j'ai des exemples plus concrets dont j'ai parlé dans mon livre. Quand tu parles du côté toxique, il y a le côté addictif. Une défaite au tennis, t'as envie par la personne. Si vous me connaissez, vous le savez, le tennis pour moi c'est plus qu'un sport. J'ai grandi avec et comme nombre d'entre vous, j'ai passé des après-midi entières devant le tournoi de Roland-Garros. J'ai même été ramasseur de balles pour le tournoi, alors l'intensité, l'excitation, la quête d'excellence, c'est vraiment quelque chose que je vis encore. Et c'est exactement ce que m'inspire Ailleurs. C'est le leader mondial du gros électroménager, mais pas que. Ailleurs, c'est une marque qui pousse l'innovation pour nous simplifier la vie avec autant d'excellence que ceux qui sont sur le court. Et une innovation que les gens adorent, c'est leur réfrigérateur avec la technologie FresherTech qui garde les aliments plus frais plus longtemps. Leurs produits sont conçus pour durer et s'adapter à nos rythmes. Avec Ailleurs, un simple geste suffit pour de grands résultats comme un revers millimétré le long de la ligne. Et ce n'est pas un hasard si Ailleurs est partenaire des plus grands tournois de tennis et du média extraterrien. Ils sont là pour celles et ceux qui veulent repousser leurs limites, que ce soit sur le court comme à la maison. Alors n'oubliez pas, pour progresser, il faut jouer avec les meilleurs. Et si jamais vous avez envie de découvrir leur gamme de produits, le lien se situe dans la description de cet épisode. Bonne écoute. Eh ben salut les extraterriens et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis super enjoué d'être là aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet, ou même de plusieurs sujets qu'on a très rarement vus sur le podcast, à savoir un peu le sujet de maîtrise de ses émotions, le sujet de c'est quoi avoir une pensée en arborescence, c'est quoi aussi être considéré comme HPI ou avoir un haut potentiel intellectuel. Et c'est des sujets qui me donnaient très envie depuis longtemps. Et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant d'avoir une personne qui est vraiment à l'aise pour en parler, quelqu'un qui a creusé le sujet, quelqu'un qui s'est posé ses questions. Et dans mes petites recherches, je suis tombé sur Alizé. Salut Alizé, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Attends, c'est vrai, c'est parti dans ce sens-là? Ouais, exactement, je te jure. T'es parti de HPI et t'es tombé sur moi. Ouais, exactement. Mais arrête. Athlète de haut niveau, HPI, et c'est comme ça que je suis tombé sur toi. La première fois. Après, là, maintenant, à ce moment-là, c'est parce qu'on a une série sur... on approche Roland-Garros et on s'est dit, Oui, tiens, on va faire une série. Non, mais je savais pas que c'était parti dans ce sens-là. Mais à chaque fois que je propose un invité, j'ai toujours envie d'avoir un angle original qui me parle. Et toi, c'est comme ça que c'est venu. Voilà. Ok, cool. C'est un sujet que j'ai beaucoup exploré, sur lequel j'ai beaucoup lu aussi par moi-même. Mais j'ai pas le retour de quelqu'un qui a vécu et qui vit, tu vois, la vie d'une athlète de haut niveau. J'ai envie de poser des questions et je me dis non, t'es pas ma Vas-y, place aujourd'hui. vas-y, si tu veux. Non, t'as lu quel livre? J'ai lu Hypersensible de... Maurice Barthélémy. Exactement, Maurice Barthélémy, mon homonyme. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Beaucoup de podcasts aussi. Je sais que Louise, d'ailleurs, une personne qu'on connaît en commun, elle a souvent abordé ce sujet. Le podcast aussi Métamorphose, qu'il a souvent abordé. Qu'est-ce que j'ai abordé aussi? Non, mais c'était juste par curiosité Voilà, c'est rapide. un peu mes grands, Ok. mes grands... Mais je pourrais te les ressortir. Après, j'ai lu beaucoup de petits articles. J'ai mes petites listes et je pourrais te les ressortir. Voilà. Ok, ça marche. Écoute, je suis trop content d'être là. Je voulais tout de suite un peu mettre les pieds dans le plat avec ce sujet-là et savoir un petit peu, si on remonte un peu dans ton enfance, dans ta jeunesse, toi, ça a été quoi, avec le recul, les signes avant-coureurs d'une pensée différente et d'une façon de réfléchir peut-être un petit peu différente de celle de tes camarades à l'école? Dans l'enfance, je dirais à l'école. En fait, c'est là que ça s'est manifesté en premier, forcément. Bon, là, après, c'est plus forcément ce que m'ont raconté mes parents, enfin ma mère plutôt, parce que ça remonte à trop loin pour moi. Comme Ok. quoi, comme des... Voilà, enfin la maîtresse qui va la convoquer pour lui raconter des choses qui se sont passées dans la journée, suite à un exercice X ou Y. Je peux te raconter en détail si tu veux, mais je sais pas si c'est Ouais, hyper bien sûr, intéressant. Mais... avec plaisir. Je vais pas dire de bêtises mentales. Je savais pas qu'on avait vraiment accès là-dessus. Si j'avais su, j'aurais demandé un refreshment. Non, je crois qu'il y avait un truc en maternelle où elle m'avait raconté que, par exemple, elle avait demandé
faire des carrés ou un truc comme ça. Et donc, tous les élèves faisaient des carrés. Et puis moi, en fait, j'avais découpé des trucs. Enfin, je le dis trop mal, je sais même pas si c'est ça, mais c'est un truc comme ça. En gros, c'était des petites différences voilà, où elle se disait, mais c'est bizarre, c'est extrêmement pris au premier degré. Et puis j'allais peut-être un cran au-dessus de ce qui était demandé. Voilà, après, j'avais je pense que une réactivité émotionnelle très importante. Mais je sais pas si à l'époque, on savait que c'était vraiment lié à ça. J'ai appris à lire très tôt, par moi-même. Ma mère n'a pas trop su comment j'avais appris à lire, mais à 3 ans, je savais lire. Donc voilà, c'était une sorte de précocité qui n'est pas forcément... je crois que tout le monde ne sait pas lire à 3 ans en étant HPI, mais bon, j'avais ces signes avant-coureurs quand j'étais toute petite qui ont alerté mes parents et les maîtresses et qui ont fait que... Je crois que la maîtresse de maternelle a déjà prononcé, à l'époque où on disait surdouée, a déjà prononcé ce mot à ma mère en maternelle, je crois. Enfin, en fait, je suis sûre. C'est ce qu'elle m'a dit. Donc. Et ta mère est psychologue? Et ma mère est psychologue, ouais. Ok. Ça aide à plus conscientiser ce genre de sujet et à prendre du recul avec ses émotions d'avoir une maman psychologue? Bah, je sais pas parce que j'ai eu qu'une mère. Tu peux pas comparer avec la mienne. Donc, je peux pas comparer avec une autre. Mais j'imagine que oui. Enfin, en tout cas, dans l'accompagnement, on va dire, scolaire, la prise en charge, les discussions avec les maîtresses, elle était extrêmement investie, elle était compréhensive, elle a creusé, elle a lu beaucoup de livres, etc. Après, ça reste une mère, c'était pas ma psychologue, elle agissait comme une mère avec moi, elle n'allait pas d'un coup changer de cap quand j'étais chiante ou quand je faisais une crise ou que je me roulais par terre. Elle réagissait comme une mère avec ses propres émotions de mère. Mais c'est vrai que tout ce qui est la gestion des sauts de classe, des discussions avec les maîtresses, je pense que ça a joué un rôle hyper important. Ouais. Ok. Hyper intéressant. Et tu as d'autres souvenirs marquants dans l'enfance vraiment peut-être des souvenirs dont tu te souviens où là tu t'es dit waouh, je suis peut-être en décalage avec les autres élèves, soit émotionnellement, parce que plus de sensibilité, ou même d'un point de vue purement intelligence, on va dire comment, quotient intellectuel. Je pense que d'une manière générale, c'est une sensation parce que c'est une sensation. C'est marrant à dire tout à l'heure, qui est à l'aise pour parler de ça? Je sais pas si je suis à l'aise pour parler de ça, mais bon, on y est. Je pense que d'une manière générale, quand il y avait un truc de groupe, il y avait ce truc de, tu sais, comme si tu es un peu dans l'attente tout le temps et tu as trouvé la réponse ou tu as trouvé le truc ou tu as compris assez vite et en fait, tu dois t'adapter à la vitesse du groupe où il y a une espèce de chaleur interne ou comme une frustration ou une colère ou que tu contiens beaucoup et que les garçons ont l'air de moins contenir dans ce que j'ai lu moi aussi. Et donc ça, je dirais que c'est une forme d'adaptation en fait, quand tu prends sur toi et que tu masques entre guillemets et tu vis tes choses, tu les gardes à l'intérieur. Ouais, okay. Voilà, ça, je sais pas pourquoi en fait j'ai été dans des situations comme ça récemment, comme si on m'avait remise à l'école. Et je l'ai ressenti et ça m'a fait comme un espèce de mémoire corporelle en me disant c'est marrant, c'est ce que je ressentais tout le temps quand j'étais petite, mais j'avais oublié parce que j'ai vachement enjolivé, je pense, mes souvenirs en me disant waouh, l'école c'était fantastique, j'adorais ça, etc. Et quand j'ai ressenti ça il y a pas longtemps, je me suis dit ouais, c'est marrant, ça m'a transporté, ça m'a fait des flashbacks en arrière. Après, j'ai des exemples plus concrets dont j'ai parlé dans mon livre et voilà, c'était comment combattre l'ennui. Donc, je cherchais toujours un peu des combines pour m'occuper. En CP, j'ai voulu commencer à écrire de la main gauche parce que je savais déjà écrire de la main droite. Je me souviens que quand je suis arrivée en CP, je savais déjà lire et écrire. Et en fait, on apprenait à lire et écrire. Donc, forcément, c'était un peu de l'attente, quoi. Ouais, donc voilà, j'essayais d'être créative. Et là, à ce moment-là, effectivement, ma mère avait été convoquée par la maîtresse qui lui avait dit... que j'avais des problèmes avec l'écriture, que c'était pas très bien. Ma mère était hyper étonnée. Elle lui a dit oui, mais bon, c'est souvent le problème avec les gauchers. Et puis là, ma mère a dit mais elle est pas gauchère, elle est droitière. Et donc voilà, et j'avais répondu à ma mère que de toute façon, j'avais déjà écrit de la main droite, donc autant que j'en profite pour apprendre d'autres choses. Enfin, voilà. Okay. Là, ce passage, il m'a beaucoup marqué quand je l'ai lu d'ailleurs. Pour les gens qui sont sur YouTube et qui ont la vidéo, le livre est juste là. Voilà, on le mettra en grand écran si jamais, on mettra le lien si jamais vous avez envie de le commander. En tout cas, moi, je le recommande. Moi, je passais des heures et des heures à repasser, à faire des dessins de formes géométriques sur des feuilles entières. Et j'ai retrouvé mes cahiers de maths de 6e. Et il y a beaucoup plus de dessins, d'écriture, de choses qui n'ont rien à voir avec les mathématiques que de mathématiques, tu vois. T'étais pas passionné par les mathématiques? Si beaucoup, tu vois, mais il y avait beaucoup de moments où en fait, j'avais terminé, quoi. Juste,
et je savais pas ce que je pouvais faire en plus. Alors j'allais creuser, peut-être me trouver des exercices les plus difficiles. Mais une fois que tu as terminé les exercices un peu complexes dans le bouquin de maths, bah, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Tu passes au chapitre suivant. Et puis en fait, au mois de décembre, tu as terminé tous les exercices du livre de maths, tu vois. Et, et du coup, bah, moi, je me suis mis à dessiner, à faire des gribouillis. Et quand j'ai vu ce passage sur apprendre à écrire de la main gauche, bah, moi, je me souviens que j'avais fait ça aussi. Ah ouais? J'avais commencé à écrire et j'avais même appris à écrire les deux mains en même temps la même phrase, tu vois. Alors, j'ai un peu perdu maintenant, mais ça se réapprend très vite. Et du coup, ça m'avait beaucoup marqué et ça m'a beaucoup touché ce passage-là sur l'écriture, quoi. Ok. Et émotionnellement, tu avais beaucoup d'amis où tu te sentais un petit peu aussi différente? Non, j'ai pas de souvenir de ça. Ouais. Je, j'ai pas, j'ai toujours eu des amis, ouais. J'ai toujours eu des amis. Après, je pense que j'étais très, jusqu'à un certain âge, c'était très, comment dire? Comme si je m'occupais de quelqu'un, en fait. Comme si Mmh. j'avais l'impression que les gens étaient peut-être un peu plus bébés. Ou, là, je parle vraiment des petites classes, hein. Ouais. Et je crois que j'aimais beaucoup pouponner, etc. D'ailleurs, quand je suis rentrée à la maternelle, j'ai pas supporté, je suis retournée à la ribambelle où je pouvais m'occuper des petits, etc. Donc, Mmh. je crois que j'ai pas mal fait ça pendant quelques années, mais là, c'est vraiment ce qu'on me raconte. Mais je sais que OK. j'ai toujours eu des copines. Et après, à partir du CM2, j'ai vraiment eu ma meilleure amie qui a sauté une classe en même temps que moi. Et on était collés ensemble. Et je pense qu'on était très fusionnels à avoir un peu les mêmes centres d'intérêt et la même façon de fonctionner, on va dire. Que ce soit dans voilà, nos lubies Mmh. ou intellectuellement. Et non, non, j'ai pas le souvenir à l'école, en tout cas, d'avoir eu du mal à me faire Mmh. des amis. En revanche, c'est marrant, je me souviens plus dans le tennis que je me sentais en décalage, socialement. OK. Pourquoi? Je sais pas, j'ai l'impression qu'en plus, comme ils étaient un peu coupés du monde parce qu'ils étaient au CNED Mmh. j'ai l'impression qu'ils étaient vraiment, ils avaient vécu moins de choses, donc ils étaient vraiment dans une bulle de tennis et que c'était pour le coup, moins riche. Parce qu'au final, à l'école, je trouve que, bon, je sais pas, hein, peut-être qu'il faudrait que je me replace dans mes souvenirs, plus jeunes, mais après aussi j'ai sauté de classe, donc après, j'étais avec des gens plus âgés à partir de Bien sûr. 9 ans, donc tu vois, j'ai ce décalage au final, je l'ai pas on m'a pas laissé longtemps avec les gens de mon âge. Mais je suis en train de partir dans tous les sens, mais Vas-y, vas-y. non, On non, est non, là non, pour mais ça. J'ai des questions après sur ouais, le sauter de classe. ouais. Ouais. Je sais plus ce que je voulais dire, mais donc en tout cas, quand, j'avais sauté mes classes et on va dire que j'étais avec des gens plus âgés, je me souviens que, voilà, c'est riche en 50 000 personnes différentes, avec des Mmh. caractères différents, des univers différents. Et puis, je trouve que tu peux un peu piocher partout et finalement trouver ton compte, tu vois. Ouais, Une c'est personne qui vrai. va partager un peu ce genre de passion, ou ce genre. Enfin, en fait, je me nourrissais de plein de choses différentes. Et comme j'avais ma Mmh. double vie avec le tennis aussi, finalement, j'avais trouvé un équilibre. Je m'ennuyais jamais parce que j'allais piocher un peu partout. Je pense que OK. je faisais ça dans les groupes de personnes, à l'école, dans la cour de récré, et aussi avec la double vie tennis-école. OK. Et pour ce qui est d'avant, franchement, je sais pas trop. OK. Mais j'ai toujours eu des copines. Tu as sauté 2 classes du coup? Oui. OK. La première à quel âge? La première, c'était la troisième maternelle. En fait, Mmh. on m'a dit de passer en CP parce que donc, OK. je savais lire et tout. Et après, c'était en CM1. Là, par contre, j'ai des souvenirs vraiment marquants de ça. J'ai fait 2 semaines de CM1 et après, je suis passée en CM2. OK. Et là, en fait, je me souviens que c'était vraiment là. Par contre, je sais pas pourquoi, parce qu'en CE2, Mmh. ça tout allait bien et tout. Et en fait, je suis arrivée en CM1 et là, c'était l'ennui qui m'a rongée pendant 2 semaines. Ouais. OK. Non, mais je te pose la question parce que, tu vois, je suis papa, moi, d'un petit garçon qui a 5 ans et sa mère, tu vois, sa mère aussi est brillante, tu vois, et on nous a proposé, que notre enfant saute une classe, tu vois? Mhm. Et bon, on est séparés, du coup, la communication, c'était un peu compliqué, moi, on m'a demandé, un jour où je suis allé à la sortie de l'école et j'ai dit à la maîtresse: «Bah ouais, trop bonne idée». Puis après, on a demandé à sa maman et puis, sa maman, elle a dit: «Non, non, mais c'est mort». Et en fait, elle me dit: «Non, mais il va être, en bas de l'échelle, alimentaire de l'école. Il va être le plus jeune de sa classe et ça va être, méga dur, quoi». Mais c'était pour quelle raison, en fait? Hem, il sait déjà tout faire, quoi. Heu, Mm. là, il est en moyenne section de maternelle, il sait déjà lire, il sait déjà écrire, enfin, tu vois?
Après, je pense qu'il faut que. Enfin, Ça voilà, va j'en sais vite, rien, quoi. mais il y a cette. Enfin, il faut aussi que les sauts de classe soient un peu le résultat d'un mal-être, je pense. Ouais. Hmm. Si l'enfant se sent bien. Bon, après, je sais pas. Là, évidemment, s'il va vite s'ennuyer, s'il sait déjà faire les trucs. Mais bref, on est pas. Je sais pas quoi. Non, non, mais du coup, je Je voulais vais avoir ton. retourner à l'interview toutes les 4 secondes. Mais tu vois, je suis curieux de savoir ton retour de. Il y a beaucoup de garçons qui sautent des classes et qui le vivent très mal. Parce qu'effectivement, ça devient les plus petits, ça devient le petit surdoué, le petit génie et tout. Et je pense que c'est un truc très genré et que c'est un peu plus facilement accepté. Encore, j'ai pas envie de faire des généralités, mais en tout cas, c'est mon ressenti. Que c'est plus accepté quand c'est des petites filles et qu'elles vont presque être un peu plus protégées aussi, soit par l'instituteur ou même par les élèves eux-mêmes qui vont moins accabler, tu vois, l'élève, en fait, hein, entre guillemets, tu vois. Donc, je me demandais si toi, tu avais eu un peu ce ressenti-là ou pas du tout. Non, pas du tout. Ok, En fait, mon frère a aussi sauté de classe. ok, Mais on avait une grande sœur. Donc, en fait, on était un peu une grande famille dans les écoles ou dans le ouais. collège-lycée. Donc, je sais pas, j'ai Ils l'impression que. connaissaient tous et ils savaient. Bah, c'est Attention, les ça. limes arrivent. Bah, non, mais c'était un peu, ok, la famille des sauts de classe ou des surdoués, ou je sais pas Mhm. comment on disait à l'époque. Et donc, je peux pas te dire ça. En fait, j'ai la sensation que c'était comme si c'était une identité, en fait. Hmm. Même si on disait petit génie ou enfin, quoi, c'était. C'est comme si on me dit, ah, t'as toujours été joueuse de tennis. Voilà, j'étais comme ça, on était reconnu comme ça, ou connu comme Ok. ça, ou identifié comme ça. Et puis en fait, c'était un fait. Et comme on le disait avant, comme on les a sautés jeunes aussi. Voilà, j'ai pas connu autre chose. Donc Ouais. c'était pas grave. En revanche, ce qui était plus difficile pour moi, c'était en vacances. En vacances d'été, parce que là, je rencontrais des amis, enfin, je faisais Hmm. des copains ou des copines, donc qui venaient d'autres univers. Et donc là, tu te rends compte sur un terrain neutre où personne ne sait rien de l'autre. Et là, tu joues avec ça, entre guillemets, et là, d'un coup, on te reconnecte à ton autre vie, et on te dit, Hmm. ah, à la rentrée, nanana, et puis on parle de l'école, et puis en fait, tu as le même âge. Donc là, les gens partent du principe que tu rentres en même classe, etc. Et puis là, en Hmm. revanche, j'avais tendance à mentir. Ah ouais. Ouais, Ok. parce que là, c'était bizarre. D'un coup, j'avais l'impression que j'allais casser l'ambiance ou dire, ah non, mais moi, je rentre en quatrième, je rentre pas en sixième. Et j'avais peur d'un coup qu'on me regarde avec des gros yeux. Ah bon, mais Hmm. comment ça? Mais du coup, t'es surdouée. Et puis là, j'avais pas envie de rentrer là-dedans en vacances, en fait. Hmm. Parce que c'était pas l'univers de l'école. Mais dans l'univers de l'école, c'était acté, T'y voilà, es, c'est bon, quoi. c'était comme ça. Ok. Ouais, c'était. À quel moment dans ta peut-être plus tard en tant qu'adulte, t'as mis des mots un peu sur le haut potentiel intellectuel, sur la pensée en arborescence? Est-ce qu'il y a eu un moment où ça s'est un peu cristallisé? Tu vois, moi je sais que il y a eu un moment où bah, je vivais ma vie un peu normalement, euh, et puis j'ai découvert un peu l'hypersensibilité. Je me suis dit, tiens, c'est un peu moi quand même. Quand il y a un bus qui passe, ça me fait peur, ou j'arrive, je suis dans un restaurant, c'est un peu bruyant, j'ai énormément de mal à suivre la conversation, ou je l'entends tout, tu vois, un peu tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'en rendre compte. Et puis après, j'ai déroulé la pelote de laine, tu vois, et j'ai un peu eu un espèce de breakdown, comme disent les Anglais, tu vois, vers 26-27 ans, tu vois. Mais ça a mis du temps vraiment à venir. Toi, est-ce que tu l'as eu un peu plus jeune, ou est-ce qu'il y a eu un moment où tu sens un peu que toute cette recherche d'identité, elle s'est cristallisée? Non, elle s'est cristallisée tard, Ok. bizarrement. Alors que j'ai été identifiée très tôt, que j'ai eu toute cette histoire enfant. Mais en fait, à l'époque, quand j'étais petite, j'ai vachement assimilé ça à l'école et aux sauts de Ok. classe. Au fait d'être en avance, de savoir faire les choses en avance, de sauter des classes. Bon, ok, on a rectifié le tir, voilà. Point Mhm. barre. C'est tout. J'ai jamais cherché. Ok, t'as des facilités. J'ai jamais cherché plus loin que ça. J'ai jamais pensé que l'hypersensibilité pouvait être liée à ça. Ok. Et ça, j'ai découvert plus tard. Alors que je me souviens que ma mère me le disait parfois, mais on n'en parlait pas vraiment en fait. Parce que je pense peut-être d'avoir été identifiée trop tôt. En fait, c'est comme si tout était déjà acté depuis tellement longtemps que Mhm. on n'avait pas besoin d'un coup d'avoir des conversations à 15 ans. Ah oui, mais tu sais. Ouais. Tu vois, donc au final, ça a été moi toute seule dans ma vie adulte, vers l'âge de. Je pense qu'il y a eu deux trucs. J'ai un vague souvenir de quand j'avais entre 23 et 25 ans, tu vois, je ne l'ai même pas noté, je sais pas. Où je suis tombée sur un livre de Monique de Kermadec, qui est donc la personne qui m'a testée quand j'étais petite. Et, et d'un coup, je me souviens que j'ai ouvert ce truc, j'ai eu un espèce de flash. Et je ne sais pas ce qui s'est passé derrière. J'ai caché ce livre et je ne l'ai jamais lu et je ne l'ai plus jamais retrouvé. Mhm. Comme un espèce de déni bizarre. Et,
Et j'ai pas de souvenir, alors que je me souviens de beaucoup de choses. Et je l'ai perdu, j'en sais rien. Et je l'ai pas Ok. lu. Je me souviens juste d'avoir eu un flash de la lecture de ce truc qui m'a fait un... Je me suis pris une porte dans la tête, quoi. Et après, plus tard, dans un aéroport, en 2018, je crois, je suis tombée sur le livre de Jeanne Siofachan, Mhm. Trop intelligent pour être point d'interrogation. Et là, j'ai tout lu et là, c'était waouh, tout s'est éclairé d'un coup. Et là, j'ai l'impression d'avoir redécouvert ma vie. Ok. Donc en fait, j'ai quand même eu ce truc des gens qui se découvrent hyper tard, alors que j'ai eu le process quand j'étais petite. Ok, C'est bizarre. c'est marrant. Ouais. C'est marrant. Ça fait du bien de mettre des mots et de cristalliser un peu cette pensée-là et de rassembler tous les morceaux du puzzle. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a soulagé, tu vois, de pouvoir mettre des mots ou me dire, tiens, il y a des gens qui l'ont étudié, si je veux, je peux me renseigner. Il y a des gens à qui je peux en parler, tu vois, et j'ai enfin le mode d'emploi de comment je peux mieux fonctionner. Mm. Alors que j'ai eu des crises de colère, des crises d'angoisse très jeune, Mm. plein de trucs un peu bizarres émotionnellement. Et toi, ça t'a soulagé en tout cas? Ouais, bien Ce- sûr, je pleurais tout le temps. Je l'avais comme une espèce de Bible sur ma table de nuit. Et dès que je l'ouvrais, je pleurais. Ah ouais. J'ai pas réussi à tout lire d'un coup. Ouais. C'était Ok. trop violent. Et oui, après, effectivement, une fois que tout est rentré à l'intérieur de moi, que ça s'est tassé, que ça s'est calmé, j'ai pu le reprendre. Et là, avoir un œil un peu plus constructif sur OK, donc là, ça peut m'aider comme ça peut m'aider comme ça. Oui, j'ai revisité tout et j'ai trouvé comme une carte de soi, un mode d'emploi. Mais Mm. surtout, à cette époque-là, j'étais tellement obsédée par le tennis que c'était vraiment mon axe de découverte et de compréhension. Parce que je me suis dit, ah, c'est bon, j'ai trouvé quelque chose, je vais pouvoir débloquer des choses en tennis. Mais Ok. il y avait que ça qui m'intéressait à l'époque, oui. T'as des exemples concrets de choses que tu as réussi à débloquer et comment tu les as débloqués? Je dirais pas que je les ai débloqués, mais c'est ce que je me suis dit, c'est ce que j'espérais à l'époque. Ok. Mais je me souviens du paragraphe sur tâche ouverte, tâche fermée et de la difficulté des. Ils disent surdoués dans ce livre, de la difficulté des surdoués à gérer les tâches ouvertes comparées aux tâches fermées, parce que du coup, t'as l'infini des possibles et ta tête part dans tous les sens. Et moi, c'est ce qui m'arrive en permanence au tennis. Ouais, bien Et sûr. en fait, j'ai compris pourquoi. Ensuite, après, j'ai pu l'utiliser. Oui, si, j'ai pu débloquer des trucs. Moi, je prends un exemple concret. Donc, par exemple, le retour de service sur une deuxième balle. En première balle, tu es plus en réaction parce que ça va vite. En deuxième balle, tu retournes une deuxième balle côté avantage, par exemple. Tu as peut-être 6 ou 7 options qui viennent dans ta tête. Ok, je peux faire une amortie, je peux faire un retour avancé en revers, je peux me mettre loin, je peux me mettre près, je peux me décaler en coup droit, je peux essayer d'attaquer inside out, je peux le repousser. Bon, bref. Et je me perdais dans tous ces trucs-là. Et en fait, avec mon coach, on m'a mis des règles. Ok. Mais vraiment bête et méchant. Du Alors, type? quand elle sert là, tu retournes que là. Quand elle sert là, tu retournes que là. Mais vraiment, ne plus jamais ouvrir les options, parce que si Ok. j'ouvrais un tout petit peu, je partais en live. Ok. Voilà. Euh, Et jusqu'à ce jour, c'est resté comme ça. C'est vrai, donc aujourd'hui, ton jeu, il peut presque être hyper prédictible du coup. Non, c'est juste, Non, ça a juste changé. sur les retours deuxième. Ok, ok. Mm. T'as d'autres exemples? Un peu comme ça dans le jeu ou Non, dans le là, tout de tennis suite, ça va me prendre. Ouais, je peux sûrement, mais sur. On a beaucoup de gros geeks de la performance, donc tu vois, qui nous écoutent, donc je pense que ça plaira, tu vois. Bah écoute, ouais, là, c'est trop, tu vois, tu me fais une tâche ouverte là. T'as d'autres Complètement. exemples. Là, tu vas faire. File-en une. Ah, mais non, mais attends, il faut que c'est Faut que tu trop. choisisses. C'est trop. Non, mais je sais pas là. Ok. Je sais pas, il y a trop. Je peux pas gérer là. Et est-ce que tu as eu des. C'est quoi ton outil préféré pour canaliser en match ta pensée? T'en parles beaucoup dans le livre et t'en parles super bien de. D'ailleurs, attends, juste avant, je voulais te demander, t'as écrit ton livre toi-même ou pas? Bien sûr. Non, mais ça semble comme une évidence, mais je pense que 99% Oui. des athlètes de haut niveau n'écrivent pas leurs livres Ah non, mais moi, c'est eux-mêmes, impossible leur qu'on écrive un leur livre. C'est biographie ou impossible leurs qu'on écrive autobiographies. un Mais tu sais, ça paragraphe sent. pour moi. Mais même, c'était un combat avec les éditrices. Hein. Je devais le publier 1 ou 2 ans plus tôt et j'ai pas voulu parce que Ça m'étonne rien tellement que pas. l'idée qu'on puisse me changer, non, mais c'était un combat quoi. Ok. Je pouvais me battre pour un mot, une virgule. Parce que Mm. c'était ma musique, ma symphonie, ma pensée. C'est terrible. Mais ça se sent parce que tu vois, quand on le lit, déjà dès les plusieurs
dès les 3 premières pages, il y a plusieurs modes de pensée. Tu changes de point de vue. Tu as le point de vue de la Alizée joueuse, le point de vue de la Alizée de l'extérieur, la Alizée qui conseille Alizée sur le terrain, tu vois. Et donc, au début, c'est impossible que ça soit un journaliste professionnel ou, tu vois, je sais pas comment on les appelle, les pigistes ou Ghostwriter. des ghostwriters, exactement. Je me suis dit, c'est impossible que ça soit un ghostwriter qui ait écrit ça. Euh, Parce qu'une maison d'édition ne le laisserait pas passer ça, quoi. Donc, dès le début, je me suis dit, c'est très sûrement son livre. Ah ouais, Très non, son livre. Ok. impossible. Ok. Bon, bah, du coup, t'en parles beaucoup. Et puis j'adore Tu vas- l'écriture, donc là, vraiment, ce serait me priver de... Ok. Bon, on reparlera d'écriture. Je me le note pour plus tard. J'essaie de le mettre dans un tiroir mortel. C'est c'est quoi tes outils préférés, ouais, pour canaliser le flot de pensée que tu peux avoir durant un match tiens, il fait beau, tiens, il y a tel supporter qui est là, tiens, il faut que je fasse ça demain. Euh, On parle super bien, je trouve, avec tes mots. Est-ce que tu as réussi à trouver des outils? Oui, Oui. oui. Tu peux nous dire ton préféré? Celui que tu utilises le plus souvent? Oui, la méditation. Ok. Bah, du coup, est-ce que tu as une petite astuce ou quelque chose à laquelle tu penses pour revenir quand tu te décentres? Tu vois? Ouais, c'est la méditation. Alors, je sais pas, d'un coup, je me mets à méditer sur le cours, mais c'est le fait de faire de la méditation fait que tu comprends le concept ou le mécanisme et donc que tu peux Hmm. l'utiliser voilà, instantanément, de la façon qui t'arrange, sur un cours en faisant autre chose. Ok. Voilà. Ouais. Donc, pour des choses concrètes, alors, je peux pas le ressentir ou l'utiliser. Enfin, moi, c'est ma sensation que j'ai. En tout cas, c'est très personnel. Si je suis pas entraînée, c'est-à-dire si j'ai pas médité depuis une semaine, je vais pas Hmm. pouvoir avoir accès au truc là comme ça. Donc Ok. il faut que je les fasse régulièrement, récemment. Mais après, une fois que je suis dans le match, on va dire que c'est comme une jauge que j'ai à l'intérieur de moi, comme un petit bagage. Ouais. Effectivement, je peux y revenir et l'utiliser. Donc ça peut être, je suis en train de marcher sur le cours et voilà, je pense à la sensation de mes pieds ou de mes mains, ou je me concentre sur ma respiration. Donc je le sens à l'intérieur de ma trachée voilà, ou dans mon nez. J'essaie de ressentir la température Hmm. voilà, de l'air qui passe. Et puis voilà, en fait, ça me fait descendre en tension, en fait. Ok. Ouais. Et ça calme, on va dire, la tempête. Ok. Et est-ce que tu m'as dit que tu adorais écrire? Ouais. T'écris un peu tous les jours? Non, pas forcément toujours, non. Ok. Tu vois, typiquement, moi, c'est un outil qui m'a trop utilisé, enfin qui m'a beaucoup aidé, pardon. Je dis n'importe quoi. Qui m'a beaucoup aidé. C'est tous les matins d'écrire beaucoup. Comme ça, je libère en fait toutes les pensées un peu parasites, les il faudrait, les tu devrais, les c'est bien ou t'aurais dû faire ça, etc. Tu vois, je les mets sur papier et tu vois, ça me libère mais toute une partie de la journée, tu vois. Et je prends du coup 20 minutes, 30 minutes le matin T'en as pour. autant que ça tous les jours? Mince. Ah, mais encore, je m'arrête. Si je m'écoutais, je remplirais 3-4 pages A4, alors que j'écris tout petit, hein. Oh J'écris mince. en patte de mouche. J'ai mon carnet, je pourrais te le montrer, j'écris en tout petit. Euh, J'ai de la chance alors. mais ça me au moins, en fait, ça me permet de m'en débarrasser, en fait, Ouais, je comprends. psychologiquement. Non, mais dans des périodes où je peux ressentir ça, je le fais aussi. OK, Mais après, j'identifie deux types d'écriture différentes. Il y a l'écriture créative et l'écriture thérapeutique. bien sûr. Tu vois, Toi, c'est l'écriture créative, plutôt. non, 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 je fais aussi de l'écriture thérapeutique comme toi. Et là, c'est vraiment instinctivement, dans les moments où ça va bien, moins bien. Si j'ai envie, je sens que j'ai besoin d'écrire, je prends un carnet, et voilà. Mais mon livre, c'était. Et après, oui, il y a une autre type d'écriture. Donc là, quand j'ai écrit mon livre ou quand j'ai écrit pas des chroniques ou voilà, si on me demande d'écrire un article ou un truc, où là, c'est comme aller jouer au tennis, quoi. C'est vraiment OK. Donc là, et puis là, il faut que je rentre dans la zone, quoi. Mmh, Ça, ouais, c'est différent. ouais. Tu d'autres petites astuces pour rentrer un peu dans la zone? En écriture? Ouais, par exemple? Je suis curieux. Non, c'est. Je sais pas. Ouais, tu Bah non, mais là, justement, j'ai un truc. Ça fait longtemps que j'ai pas écrit. Et là, j'ai accepté d'écrire un. Soit je dois écrire 3 ou 4 pages pour un magazine dans une semaine. Et je flippe un peu. Du coup, je m'y mets pas. OK, Et en me disant, j'espère que je vais rentrer dans la zone. Donc, non, OK. j'ai vraiment pas. Non, jusqu'ici, c'est toujours venu parce que c'est quelque chose que j'adore. Mmh. Ouais, ça vient vite, ça vient vite. Ouais, et Quand puis t'aimes les après, choses. tu maîtrises, tu sais, sur l'écriture, je pense que tu maîtrises pas forcément la zone, hein. Parfois, tu vas te mettre devant et en fait, ça vient pas. Et après, t'arrives pas à dormir et d'un coup, la zone arrive.
entre guillemets. Et puis là, Mmh. et Qui me c'est là que dit, ouais. tu ponds ce que tu avais envie d'écrire tout à l'heure. Et... Oui, donc la zone vient pas forcément sur commande. Mmh. Donc je pense qu'il y a des fois où il faut accepter en écriture que ce sera pas aujourd'hui et Ouais, que des ça fois, viendra peut-être à un moment que t'as pas choisi. Mais c'est ce qui fait la beauté ouais. de cet exercice aussi. Ce sera un peu Ouais, des fois, juste se lancer, ça fait du bien et des fois très douloureux de se lancer et puis ça vient Attends, je te dis aussi ça, avec moi le je suis temps, pas mais écrivain. Hein. mais ouais, ouais. Mais d'ailleurs, tu vois, toutes les écrivaines, tous les écrivains, ils le disent, tu vois, à quel point certains jours, c'est compliqué de se mettre dans la zone alors que, tu vois, ils écrivent 12 000, 20 000 mots par jour, donc ça veut dire des 3, 4, 6 heures des fois à écrire. Et, et ils expliquent à quel point, des fois, c'est un processus qui est douloureux, et qu'il faut se remettre dedans tous les jours, quoi. Mm. Quand tu écris des bouquins entiers, quoi. T'as pris du plaisir, toi, à écrire? Ah ouais, c'était incroyable. Vraiment. Ça t'a pris combien de temps, à peu près? Ça m'a pris 8 ou 9 mois. Ok. Ouais. T'avais des routines ou Non. tu t'es pas obligé, tu t'es pas fixé de créneau, c'était vraiment comme tu le sentais et au moment où Non, tu avais envie. je me fixais un petit peu des créneaux, si, parce que c'était une période où je faisais vraiment plein de choses en même temps, donc j'étais obligée d'être hyper organisée. Ok, Donc je me faisais un peu un planning comme à l'école. Donc je me disais, ok, lundi matin, tennis, mardi, j'avais commencé l'acting à ce moment-là, mardi matin, acting, mardi après-midi, écriture, mercredi matin, physique, j'ai n'importe quoi. Et voilà. Donc c'était plus ok. des créneaux que je me réservais, parce que sinon, j'aurais jamais le temps. Hmm. Ok, ok, ok. C'est pour ça que j'ai pas écrit de livre depuis. Non, parce que je pourrais pas non plus, mais t'es obligé. Enfin, moi, sinon, si tu en fait, il y a un moment, si tu en fais pas ta priorité, ça se fera pas tout seul, quoi. Ouais. Et c'était quoi le déclic d'ailleurs du livre? Du livre. Qu'est-ce qui t'a fait te dire, tiens, c'est le bon moment pour moi d'écrire et de parler de tous ces sujets? Ça s'est fait hyper naturellement par plusieurs biais. Il y avait à l'époque un compte Instagram qui s'appelait Behind the Racket qui avait demandé à des joueurs de tennis d'envoyer un témoignage. Donc j'avais pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Donc c'était en anglais et en fait de me plonger dans cette analyse, une sorte d'introspection, ça m'avait plu. Et Ok. après, donc il y a eu cette période où j'avais envie de faire d'autres choses que jouer au tennis. Je me suis toujours dit que je devais écrire un livre. Par contre, ça Hmm. c'était un truc comme une bucket list. Et quand j'ai eu 30 ans, je me suis dit, oh là là, j'ai toujours pas écrit de livre et j'ai l'impression d'avoir raté ma vie. Et donc, je m'y suis mise. Et instinctivement, à ce moment-là, j'étais en train de... J'ai pas envie de dire arrêter le tennis parce que j'ai jamais vraiment arrêté, mais de déprioriser le tennis, d'arrêter le circuit en tout cas, d'arrêter la vie professionnelle. Et là, j'ai eu ce besoin, c'est même pas une envie, c'était un besoin de partager comment fonctionne le tennis professionnel dans toute sa globalité. Parce que dans tous les dîners, à chaque fois, c'était tellement de questions. Et d'ailleurs, c'était difficile pour moi d'en parler. J'avais pas envie d'en parler. J'en avais marre de dire tout le temps la même chose. Ah bon, mais faut voyager comment? Mais vous payez tout? Mais vous... Ah bon, mais vous gagnez votre vie? Mais alors, tu racontes toujours la même chose. Alors non, bah en fait, tu sais, on doit embaucher un coach, on doit payer. Mais si tu... Voilà, le classement, ça marche comme ça et tout. Puis les gens tombent un peu dénus. Parce qu'en fait, ils regardent juste Rafael Nadal et Novak Djokovic à la télé, ça s'arrête là. Et puis voilà, quoi. Ils voient juste des paillettes à la télé. Et donc, j'ai eu l'envie de raconter ça. Et au début, je voulais faire un docu. Ok. Donc, j'ai écrit plusieurs pages de OK, à quoi ressemblerait mon docu, quels seraient les thèmes que j'aborderais, etc. Donc, j'avais vraiment tout bien classé, etc. Et très vite, je me suis dit, ah ouais, mais OK, super, mais ça veut dire qu'il faut aller filmer sur le circuit, il faut retourner à cette vie et j'ai pas envie de là tout de suite. Donc, je me suis dit, OK, le support et on va dire, le moyen le plus simple de pouvoir partager ça, c'est en Hmm. écrivant parce que j'ai besoin de personne et je peux le faire toute seule. Et j'ai besoin de rien, j'ai besoin d'une feuille et d'un stylo. Donc c'est parti de là. Ok. Voilà. Et donc je me suis dit, ok, donc comment je vais illustrer? Donc quand j'avais fait tout mon dossier pour le documentaire, c'était des choses sur d'autres personnes. Hmm. J'avais des exemples d'autres personnes quand je voulais illustrer un propos. Et là, je me suis dit, ok, bah là, je pourrais pas parler d'autres personnes, donc je vais être obligée de parler de moi. Donc en gros, tous les propos que je voulais illustrer, j'ai été piocher dans ma propre histoire pour les illustrer. Et je me suis fait une liste comme ça. Et c'est Ok. bizarre parce qu'en fait, donc, du coup, je suis partie du tennis. Je suis pas du tout partie de HPI. Et c'est après, en fait, de fil en aiguille, à cette période-là, j'avais lu pas mal de témoignages de personnes au potentiel zèbres surdouées. Et je pense que c'était infusé en moi Ok. sans que je m'en rende compte. Et au final, quand j'ai commencé à écrire, Ça a switché. donc il y a eu à la fois cette espèce de plan très pragmatique de OK, tel exemple que j'ai vécu va illustrer telle facette du tennis. Donc ça, j'avais ma liste. Et quand j'ai commencé à écrire pour de vrai, bah, y a mon livre de l'enfance dont on a parlé tout à l'heure qui est sorti. Ok. Mais Ok. comme s'il avait déjà été écrit, c'est sorti tout seul, quoi.
Ok, ok, ok. Que quand les écrivains te disent accouchement, etc., ça a été vraiment ça. Le truc, j'ai pas eu à le réfléchir, quoi. Ok. Et le documentaire, il est sorti du coup? Non, je l'ai pas fait parce que je me Ok. suis dit j'ai pas envie de voyager sur le circuit du tout. Là, j'ai plus envie de faire ça. Ah, t'avais plus du tout envie Non. de. Ok. Donc j'ai écrit mon livre et après c'était sorti de moi. J'avais dit ce que j'avais à dire, donc c'était bon. J'ai pas ça. Vous savez tout. Voici comment ça se passe en vrai. Et, Pas tout le monde parce que c'est pas comme si. Enfin, il faudrait que tout le monde lise mon livre, hmm. mais au moins j'ai eu la sensation d'avoir dit ce que je voulais dire. Donc c'était tout ce qui comptait. Mais non, mais je voulais lire un petit passage par rapport à ça, tu vois, sur le fait que les gens tombent des nues. Parce que moi, ça m'avait bien marqué quand même. Tu vois, tu disais, nous, les joueuses de tennis, on fait des calculs pour. C'est que je l'ai jamais relu. Hein. C'est vrai? Ouais, ça fait bizarre. Des fois, alors, aller jouer en Inde plutôt qu'en France signifie être confronté à des filles d'un classement et niveau plus faible pour marquer plus de points, pour marquer un nombre plus conséquent de points, pardon. Mais se sent-on capable de performer lorsqu'on fait 5 heures de train local indien sur une couchette sale en bois à ne pas pouvoir dormir par peur de se faire voler ses affaires? Ou lorsqu'on ne sait pas quelle nourriture on trouvera au petit déjeuner de l'hôtel pour prendre des forces avant un match, ou bien même que la surface des terrains sera tout simplement de la bouse de vache. T'as vraiment joué sur des terrains en bouse de Moi, vache? je suis pas allée, mais les tournois, oui. Les tournois en Inde, ouais, sur la Ok. bouse de vache, ouais. T'as fait des tournois en Inde, toi? Ouais, mais je me suis. C'est ça, c'était marrant que je dise ça parce que ça a toujours été ma limite. Je me suis toujours dit, je n'irai pas en Inde jouer des ITF. ITF, Ouais. on va dire, le deuxième circuit. Hmm. Donc je me suis dit, si je vais en Inde, c'est que pour faire un WTA. Et j'ai fait un WTA en Inde. Parce que, en fait, quand tu fais un WTA, tu as une garantie de confort, entre guillemets. Tu sais que. Ouais, t'as les hôtels, il me semble, qui sont pris en Oui, charge. les hôtels sont pris en charge et c'est un hôtel 5 étoiles. Tu sais que tu peux manger à l'hôtel, il va y avoir les navettes, tout va être bien organisé. C'est beaucoup moins risqué que d'aller faire un ITF où là, tu sais pas du tout à quoi t'attendre. Ouais. Là, tu vas Il y a un devoir te hôtel débrouiller, partenaire, mais prendre tu des sais pas ce qu'il taxis. vaut. Ouais, c'est ça. Tu sais pas ce qu'il vaut. Tu sais pas si ta réservation elle a été faite. Tu sais pas si tu vas devoir prendre des taxis pour aller à l'hôtel, te débrouiller. Enfin voilà, là, c'est beaucoup plus de démerde dans les ITF. Et non, Hmm. je me suis toujours dit que c'était la barre que je voulais pas franchir. J'ai fait beaucoup d'aventures un peu folles Ok. en choisissant des destinations un peu dingues et par moi-même, etc. Mais l'Inde, j'ai jamais fait. Ok. C'est quoi la destination la plus folle que t'as faite? L'endroit le Euh, plus improbable? je, je sais pas, j'ai un truc qui me vient en tête. C'est pas forcément un problème, c'est la façon dont ça s'est fait. Ouais. C'est parce que déjà, j'étais vraiment jeune. Je devais avoir 19 ans, 18 ou 19, 20, je sais pas. Bon, c'était le tout début de mes voyages. Je pense que j'avais pas 20 ans. Et j'étais partie tout seul en Ukraine, à Kharkiv. Ok. Donc, Je connais pas le nom de cette ville, déjà, je ne saurais pas la situer sur une il y carte. a quand même dans l'histoire, mais bon. Ok. J'avais pris un avion pour Kiev. Et après, ça me paraît fou, mais j'avais rien réservé en fait. Je savais pas comment j'allais. Je me doutais qu'il y avait, je crois que j'avais dû voir qu'il y avait un train, mais je savais que j'allais forcément improviser. Et j'étais par moi-même et j'étais adolescente, quoi. Et, Wow. et ouais, bah après, je me suis dit, bon, ok, il y a un vol, mais le vol, c'est peut-être 2 fois par semaine. Donc en fait, je vais prendre un train, mais il n'y en a pas avant demain matin. Ok, bon, bah, je vais dormir une nuit à Kiev, tant pis, je me débrouillerai demain. Hmm. Et ouais. C'est des bons souvenirs ou c'est des souvenirs un peu douloureux? Non, c'est de bons souvenirs, mais je me disais, j'étais dingue, quoi. Et je suis tombée sur un Ukrainien à l'aéroport qui m'a hébergée. Pas chez lui, mais bon, qui m'a dit, oh, bah, si tu veux, j'ai un autre appart là, tu peux aller dormir là. J'y vais, je faisais n'importe quoi. Vraiment des trucs, je me dis, mais Wow. jamais je laisserai ma fille faire ça. Et moi, je me disais, waouh, c'est l'aventure, je vais découvrir de nouvelles cultures. J'avais l'impression d'être projetée dans la vie de quelqu'un qui venait d'un autre univers, parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Ouais. Tu vois? Donc c'était vachement waouh! Et ouais, j'étais partie à Kharkiv le lendemain, par moi-même et on avait joué sur, tu vois, tu vois les carreaux de douche un peu? Ouais, je vois très Un peu bien. comme des carrés qui étaient assemblés, donc déjà le sol il bouge quand tu cours et tu fais un bout de course, le sol il bouge, tu vois? Un peu et ça va à 10 000 à l'heure, tu sais les petits trous comme ça là Ouais, ouais. et voilà, on a joué là-dessus. L'enfer. Horrible. Ouais, c'est vrai et puis, je me souviens d'un lit, enfin bref, tu par toi-même, tu connais personne, tu es là-bas. Ok. Bon, en tout cas, t'es toujours vivante. Ouais, non, mais j'ai fait ça. Ouais. Je suis partie en Afrique du Sud toute seule aussi, quand j'avais 19 ans. Ok. On entendait des coups de feu dans la rue. Waouh, carrément à ce point-là. Ouais. Ouais, c'était hyper dangereux. Est-ce que maintenant, euh,
tu vois, avec, on va dire, la maturité et l'expérience, le fil des années qui est passé. Là, tu reprends le circuit. Mm. Euh, Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu appréhendes? Est-ce que tu es enthousiaste? Est-ce Est-ce que que j'appréhende quoi? Quelle partie? la partie, Ah, bah, peut-être, tu vois, déjà de revoyager, bon, tu l'as dit, tu as envie, je pense, de sécuriser certains voyages et que tu feras pas les erreurs que tu as pu faire, ou les erreurs en tout cas, les expériences que tu as pu faire, que t'as pu faire Je plus pense qu'il y a jeune. des expériences qui sont faites pour un certain âge et plus un autre. Tout ce que je vais te dire, c'est que je suis hyper contente de revoyager. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de repartir en tournoi. C'est vrai, Mais ok. je suis beaucoup plus difficile sur les destinations. Je Tu m'étonnes. m'embarque plus dans les plans galères. Je ne vais pas faire les plans galères. Non. Ok, Et puis surtout, je veux plus voyager seule. Je voyage avec mon coach. ok. Ouais. Et puis, par exemple, au début de l'année, là, je suis allée faire la tournée en Guadeloupe-Martinique. Et si tu veux, tu peux vivre la Guadeloupe, le tournoi en Guadeloupe, en réservant l'hôtel officiel qui est au bord d'une autoroute à 10 minutes du club. Et tu utilises les navettes du club. Et donc, tu ne vois strictement rien d'autre que ta chambre d'hôtel et les 3 cours du club. Les Parce que 5 bon, la cours du club. majorité des joueurs. Pas forcément. Ouais, oui, si, t'as raison. Ou tu peux faire, voilà, maintenant je suis plus âgée et j'ai envie de le vivre différemment. Et j'ai réservé un Airbnb dans un endroit balnéaire, au bord de la mer, et avec mon coach, et on a loué une voiture. Ok. Voilà. Et donc en fait, on a profité et on a découvert. Donc même si je suis hyper sérieuse et à fond dans mon tennis, au moins, bah, voilà, le matin, je peux aller marcher 20 minutes au bord de la mer, même si je fais attention de rester à l'ombre et pas aller au soleil pour mon entraînement et pas perdre d'énergie, etc. Le soir, je peux aller faire ma récup dans l'eau. Voilà, quoi. J'essaie de le vivre différemment. J'ai pas envie d'aller m'enfermer je vais pas en Guadeloupe pour m'enfermer dans un hôtel, quoi, Ok. maintenant. Et, ok, hyper intéressant. Ça nécessite de super bien s'entendre avec son coach. Effectivement, Ok. ça nécessite de super bien s'entendre avec son coach et c'est plus de frais aussi. Ouais. Tu vois. Mais en fait, je me dis, je préfère. Enfin, voilà, l'aspect financier du tennis, il est très compliqué. Mais tant pis si j'ai plus d'argent à un moment et que je peux plus voyager, je préfère le vivre moins longtemps comme ça que Ouais. de me dire, j'économise, je vais me foutre dans un hôtel galère et pas kiffer et être triste ou j'en sais rien, ou vraiment être moins épanoui en tout cas. Et garder mon budget pour le mois de septembre. Non. Ok. Pas envie. Parce que c'est hyper coûteux de revenir sur le circuit. Enfin, tu vois. Hyper coûteux. Et du coup, toi, c'est tes autres activités qui te permettent de le Ouais. financer et de te permettre ce Ce retour. privilège et ce retour, quoi. Exactement. Ok. Exactement. Et c'est pour ça que j'interromps et que je switch un peu sur tous les tableaux parce que j'essaie d'être le plus organisé possible. Mais ouais, c'est ça, c'est mes autres activités. Donc parfois, je dois faire des pauses ou des concessions. Là, je vais pas pouvoir m'entraîner autant que je voudrais. Ou là, je dois faire sauter un tournoi parce que je dois aller faire telle autre activité qui va me faire gagner de l'argent pour pouvoir payer le prochain tournoi. Ouais. Est-ce que ça te correspond pas mieux, finalement, ce rythme où tu switches, ça alimente ta curiosité intellectuelle, j'imagine. Ça te sécurise, en tout cas psychologiquement, financièrement, j'imagine, en partie. Ça aussi te donne une autre définition de tu n'es pas qu'une athlète, plutôt qu'avant où tu étais à 100% et finalement, on le voit, c'est maladif. Hein, tu vois, il y a des phrases qui sont hyper marquantes dans le livre, tu vois. J'ai envie de le dire aussi, tu vois. Mais moi, il y a une phrase, tu vois, dès le début où ça m'a saisi. Et je pense que les auditeurs et les auditrices, ça leur parle, enfin, ça donnera le ton. Mais tennis, je te hais, tu es tout puissant. Tu sais pertinemment que nous revenons toujours à toi, tôt ou tard. Tu me sabotes. Et j'aimerais tellement affirmer que je te bouderai à vie désormais. Mais je sais que dans 2 jours, tu me manqueras déjà, tu vois. Et déjà, c'est hyper poétique, enfin, très beau et bravo d'avoir, tu vois, réussi, je trouve, à résumer un peu cette relation-là, qui est un peu, c'est presque de la perversion, tu vois. Il y a un petit côté Ouais. très, ouais, c'est une relation très toxique, en fait. Et beaucoup, je trouve, de joueurs l'ont, mais n'osent pas le dire. Toi, t'oses le dire, briser un peu ce tabou-là. Est-ce que finalement, du coup, ton nouveau rythme, il te permet un peu de mettre des distances avec cette relation toxique? Ouais, complètement. Ouais. Complètement. Mais ça me va aujourd'hui. Je regrette pas de ne pas l'avoir eu avant. Je me dis que c'était un passage nécessaire, que j'aurais pu regretter de ne pas m'être mise à fond. Je pense que j'ai mis du temps, surtout, à me mettre à fond dans le tennis, parce que je sais pas si je le raconte dedans, mais bon, j'ai eu le cul entre deux chaises
pendant tellement d'années et j'en ai souffert. Donc à ce moment-là, quand je ne demandais que ça, d'être plongée que dans le tennis, etc. C'était vraiment, j'avais envie de vivre cette vie, j'avais envie de découvrir ce que c'était. J'aurais voulu être née avec un père fou russe qui me tape dessus pour... c'est bête, hein, mais pour ne me mettre que dans le tennis, parce que moi, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois mon propre parent, mon propre coach, mon propre tout. Et non, je pense que c'était un passage nécessaire et important. Je n'aurais pas supporté de me dire, OK, j'ai été joueuse professionnelle de tennis, mais j'ai toujours fait plein de trucs à côté. Non. Aujourd'hui, je peux l'assumer parce que je me connais bien, parce que je suis plus âgée, parce que j'ai une excuse, il faut que je gagne de l'argent. Et parce que, voilà, en me connaissant bien, je sais où est ma limite. Je sais exactement ce qui sert et ce qui dessert au tennis. Quand je parle des autres activités. Ouais, il y a une jauge, il y a un moment où ça sert vraiment d'aller se ressourcer ailleurs, et il y a un moment où c'est trop et ça prend le pas. Okay. Tu fais comment la limite d'ailleurs? Tu le sens? Ouais, je le sens, je le sais direct. Ok. Tu penses que ça aide beaucoup d'avoir un papa ou une maman stakhanoviste et bourreau de travail? On en voit tellement dans le tennis, mais... Ça dépend ce qu'on considère aider. Est-ce que ça aide psychologiquement une personne à être stable émotionnellement et équilibrée? Non. Est-ce que ça aide à gagner des grands chelems, des titres et des titres? Oui. Tu penses que beaucoup de grandes championnes et grands champions de tennis sont pas forcément équilibrés psychologiquement? Waouh, tu veux me faire un bad buzz? Non, pas du tout, mais tu vois, c'est une vraie question. Je pense qu'il y a des séquelles. Oui, je pense qu'il y a des séquelles psychologiques d'avoir eu un parent qui te frappe quand t'es enfant ou qui te considère que comme un sportif qui va ramener de l'argent ou des trophées à la maison et qui te donne de l'amour ou pas selon tes résultats, tes victoires et tes défaites. Oui. Ouais, ça c'est clair. Parce que c'est ça. Hein. Ouais, si l'amour que tu reçois, l'amour parental que tu reçois est conditionné par les résultats sportifs, c'est ça. C'est ce qui arrive. Forcément c'est forcément des malsains et destructeurs. Tu vois, quand je vois un joueur comme Rafa, que j'adore, j'adore le pouvoir des habitudes, le pouvoir des rituels et tout, mais je dis, à ce niveau-là, tu vois, d'obsession pour les rituels, il y a eu beaucoup d'études, tu vois, qui ont montré que la création de rituels pour se protéger et tout, souvent le premier danger, c'est un environnement un peu très dur, quoi, très, très compliqué, et que c'est aussi pour trouver une stabilité émotionnelle que tu n'arrives pas à trouver ailleurs, tu vois. Ouais, après, sur ça, là, sur cet exemple-là en particulier, pour moi, c'est plus son ADN à lui, des choses qu'il a mises en place lui, par rapport à... Alors oui, c'est l'environnement, c'est le fait qu'il joue au tennis, mais c'est sa passion, c'est sa volonté, sa détermination. C'est différent qu'un père stakhanoviste ou une mère stakhanoviste. C'est un tonton aussi. Hein. Oui, non, mais là, c'est pas du tout le cas, pour moi. Ok. C'est deux sujets différents. Ah, ok. Ah non, son oncle, non. Oui, il était derrière lui, il était dur, mais ça n'a rien à voir avec ce que je décrivais avant. Ok. Voilà, je te parle de choses beaucoup plus violentes psychologiquement que j'ai pu... T'en as vu? Bien sûr. Des tas. Ouais. Plutôt jeune ou même adulte? Ouais, même adulte. Ouais. Bon, après, souvent, il y a une rébellion plus tard, mais j'ai une amie très très proche, sa mère lui disait clairement dans la voiture quand elle a perdu un match, pourquoi j'investis... si tu prends sa rivale du même pays, on va dire qu'elle s'appelle Sarah, et elle lui disait je sais même pas pourquoi j'investis sur toi, je devrais investir sur Sarah. Elle disait des trucs comme ça dans la voiture. Wow, c'est dur. Elle aurait gagné ce match. Toi, tu sers à rien. Enfin, il y a une violence. Et ça, c'était une routine, tous les jours. Ouais. Mais j'ai tellement de gens qui me racontent des trucs comme ça. Des amis proches. Ouais. On peut être heureuse, tu vois, dans un environnement où il y a autant de dureté psychologique. Oui, j'imagine. Enfin, après, ton environnement n'est pas que ça. Et puis, il y a un moment où tu prends ton envol et t'es pas en tête-à-tête en permanence avec... Enfin, je pense. Yes. Après, c'est au cas par cas, hein, tu vois. Je pense qu'il y en a qui arrivent à l'être, il y en a qui n'arrivent pas à l'être. Je sais pas. Bien sûr. Comment tu réagis quand tu as une très bonne amie dont tu sens que là, il y a une relation qui est hyper toxique pour elle, tu vois, avec ses parents, tu peux rien faire. Mais tu sais que toi, en tant que joueuse et amie aussi, tu sais que ça lui fait pas du bien, quoi. Je pense que les discussions très ouvertes et très lucides, comme je viens de te les raconter, elles arrivent plus tard. À partir du moment où tu as un peu coupé le cordon ombilical.
au moment où ça arrive, ça m'est déjà arrivé donc, d'avoir des copines, plus des copines à ce moment-là, qui me racontent des choses. Ben là, tu peux juste écouter. Hein. Tu es un peu psy, tu essaies de soutenir, d'être compréhensive, et que ça lui fasse du bien de parler. Mais moi, je suis jamais rentrée dans, dans quoi que ce soit de personnel. En plus, à vrai dire, c'est plus une fois qu'on a arrêté qu'on se raconte ces choses-là. Hein. Tu sais, à l'instant T, on était rivales aussi. Hein. Donc même si on était proches, on se racontait moins les choses. Parce qu'au final, la faiblesse que tu peux raconter à quelqu'un, elle peut être retenue contre toi et entre guillemets, même inconsciemment, se retourner contre toi à 5 partout au 3e dans un match la semaine suivante. Donc tu racontes moins, je pense. Quand t'es... Ok. On peut se faire des amis sur le circuit pendant qu'on est joueuse? Oui, mais c'est pas facile. Ok. C'est compliqué. Moi, j'en ai eu, mais les relations sont quand même beaucoup plus saines après. Et ouais, c'est difficile. C'est un sport individuel. Je sais pas. Et puis, quand tu te joues, après, c'est dur, quoi. Ouais, c'est sûr. T'as pas peur que de re-rencontrer des personnes à qui tu t'es confié après coup, tu vois? Maintenant que tu reviens sur le circuit? Non. Non. J'en ai pas, il y en a pas. Parce qu'elles ont tout arrêté. Personne n'est revenu. Dans ça, là, qui connaissent vraiment bien ma vie profonde et privée. Ok. Ouais, elles ont arrêté. Ok. Donc t'es sécure. Je sais que il y en a une. Mais tu sais, c'est pas pareil qu'à l'époque, je pense. Je sais pas, j'en sais rien. Non, mais jeune, tu vois, je me dis, hyper dur. Et même nous, tu vois, à mon niveau, au sein même du club, entre garçons, et même je le voyais un peu pareil entre les filles, on se respectait parce qu'on jouait les matchs par équipe, on était ensemble, on s'entraînait ensemble, on passait du temps, tu vois, avec les jeunes du camp d'entraînement, mais bah, il y avait toujours une part de sélection, il y avait toujours un chouchou du coach, il y avait toujours... en fait, il y avait toujours une hiérarchie, quoi. Bien sûr. Et mais en quand plus, il y a une hiérarchie- le cadre entretient ça. Ouais, complètement. Les enseignants, Ouais. Ça fait du bien d'en sortir quand même. Moi, tu sais, c'est un peu la question que je voulais te poser, c'est why do you come back, quoi? Pourquoi tu as envie de revenir alors que Alors que t'as écrit tout ça dans ton livre. Non, mais il y a des... Alors qu'effectivement, tu vois, il y a beaucoup de choses hyper dures que tu décris et on avait presque l'impression que c'est un peu une libération d'arrêter et de couper, quoi. Ouais. Déjà parce que j'aime trop le tennis. Quand tu parles du côté toxique, il y a le côté addictif. Donc déjà, ça a toujours été addictif. Ça, c'est jamais parti. Donc juste le jeu, la balle, la zone dans laquelle tu es, l'adrénaline des matchs, des hauts et des bas émotionnels, tu trouves ça nulle part ailleurs. Donc il y a ça. Je pense qu'aujourd'hui, je le vis différemment. Donc je pars moins bas. Ok. Donc voilà, si je partais aussi bas qu'avant, je pense que je reviendrais pas. Bon, c'est sûr, j'aurais arrêté. Mais comme je pars moins bas qu'avant, pour l'instant, ça me va bien. Et parce que c'est aussi une aventure humaine là, avec mon coach, parce que c'est le même coach avec lequel je travaillais juste avant d'arrêter. Donc il y a un challenge sportif aussi. Ok. De faire évoluer mon jeu et même émotionnellement, en fait, d'arriver à surmonter des choses que j'ai pas surmontées avant, ou de progresser, en fait, tout simplement. Ok. Avec ce que je suis aujourd'hui. Et donc, c'est comme si j'avais des nouvelles cartes, en fait. Donc, du coup, c'est excitant. Ok. Tu sais, j'ai débloqué des niveaux, comme ça dans un jeu vidéo. Et donc, j'ai un peu des nouvelles armes, que ça soit même tennistique Un ou bouclier, un casque, mental. Ouais, c'est quoi. ça. Donc, tu dis, OK, là, on arrive avec des nouveaux atouts. Comment je gère, quoi. OK, c'est intéressant. Ok. C'est vrai que j'avais pas vu ce côté-là, ouais, où finalement, il y a plein de choses qui grandissent dans ta personnalité et le fait de revenir sur le cours avec beaucoup d'expérience en plus, ça te change, quoi. Ah ouais. Et de la prise de recul, en fait. Alors, ça te change pas tant que ça par rapport à ce qu'on raconte sur le cours, parce qu'en fait, ta personnalité reste ta personnalité, ton ADN reste ton ADN, et si t'es quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, t'auras beaucoup d'émotions. Si t'es quelqu'un de très stressé, tu vas pas d'un coup revenir et dire « Oh, maintenant, je suis plus stressé ». Franchement, ça, c'est un mythe. La dernière fois, Nathalie Taudier, elle m'a dit ça « Mais toi, tu reviens, tu devrais plus être stressé, maman ».
Déjà, si j'étais pas stressée, je rejouerais pas parce que quel Mmh. intérêt si je stresse pas, c'est que je m'en fous. Ouais. Mais en revanche, là où il y a la grosse différence, c'est les après-défaites que je décris là. Mmh. De plonger aussi bas, non, c'est un refus. OK. OK, Donc, OK. pour l'instant, ça n'arrive Bon, pas. bah, je surveillerai dans un an, je t'enverrai un petit texto, Ouais. Et pas si de ça rechute. arrive, non, mais si ça arrive, j'arrête. Mais c'est sûr que j'arrêterai tout de suite. Mmh. Parce que là, pour le coup, ça devient destructeur. Et le côté destructeur, j'en veux plus. Ouais. Alors, oui, tu peux avoir la boule au ventre, etc. Et heureusement, parce que sinon, c'est que tu t'en fiches. Mais pas au point que ton estime de toi, tu te sentes comme la plus grosse merde du monde pendant 3 jours. Non, hors de Mmh. question. Ouais. Je refuse. Bon, bah, écoute, je veillerai au grain et tu peux, tu sais, moi, j'ai un copain de joker, tu vois, où dès que j'ai des moments où je peux rechuter sur mes travers, de passé, quoi, où je lui écris un texto, tu vois? Ah ouais? Je lui dis, «Ouais, tiens, j'ai envie de dégoupiller». Ça m'est arrivé, tu vois, l'été dernier, là, où j'étais à un mariage, il y avait du champagne et tout et je sens que, je sais pas, il y a un espèce de truc en moi qui monte, quoi, Ah que ouais? je ressens et du coup, je lui ai écrit un texto pour lui dire, et il m'a appelé direct et il m'a dit, «Bah, vas-y, on passe le truc et tout». C'est un très bon copain, tu vois, Ah. qui connaissait et ça m'a beaucoup aidé, tu vois, d'avoir ce copain, hem, ce copain de joker, en fait. Je l'appelle enfin, c'est un ami dans la vraie vie, mais à ce moment-là, c'est mon copain de joker. C'est mon joker. Hem, donc trouve-toi un joker si ça peut t'aider. Non, parce que, c'est pas ce serait trop facile. Mmh. C'est pas une personne qui va me parler qui va faire que ça va réguler ma jauge de à quel point je suis affectée après une défaite. C'est impossible, il y a Ça pas peut de t'empêcher de parole. monter, tu vois? Ou ça peut te permettre de redescendre plus vite, tu vois? Bah, une défaite au tennis, tu as envie de parler à personne. Quand tu es dans Mmh, l'état c'est vrai, c'est que je vrai. décris et auquel je pense, tu as envie de parler à personne. Mmh. C'est beaucoup plus loin que tout ça. Mmh. Donc non, mais avec moi-même, de toute façon, j'ai pas besoin, je le sais. OK. J'ai je Qu'est-ce que me tu as mis en place d'ailleurs pour, ne plus avoir ces 3 jours absolument affreux, qui mais remettent le tout en question? c'est pas forcément, je contrôle pas, en fait. C'est vraiment ce que je suis aujourd'hui Mmh. fait que ça descend moins bas, pour l'instant. Mais là, je vais me porter la poisse avec tout ça. Mais non, c'est Non, ça non. descend moins bas parce qu'en fait, c'est une loupe de la vie, le tennis. Donc, tu vois, si tu es plus fragile, bah, tu vas être plus fragile dans tes réactions et comme j'ai l'impression que déjà, moi, dans ma vie, moi, en tant que femme, je vais faire moins de hauts et de bas ou descendre moins bas, bah, je vais descendre moins bas au tennis. Et Mmh. après, je pense aussi le fait d'avoir d'autres choses à côté, voilà, c'est ton identité, elle est plus basée que sur ça. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, du coup, si mon estime de moi, elle est affectée, bah, heureusement, j'ai d'autres ressources, quoi. Tu Ouais. vois? OK. C'est ça qui est dur, c'est qu'en fait, quand à un moment donné, tu as 30 ans et que tu as fait que ça dans ta vie, que tu as dédié toute ta vie à ça et que tu n'estimes ta valeur que Sur en lien avec tes résultats dans tel sport tu n'es plus que ça, bah t'imagines comment ça peut trembler? ouais. Voilà. Et heureusement, aujourd'hui, j'ai pas que ça. Donc Mmh. ça peut un peu, par définition, moins trembler, quoi. Ouais. Tu vois? Tu as d'autres piliers de ta personnalité qui sont là, qui sont Ouais. solides et qui vont te permettre de t'appuyer dessus, OK. On t'attend au tournant? Des joueurs qui arrêtent, qui reprennent, Je sais pas. c'est Je sais pas. OK, Peut-être, mais ça me regarde pas. OK. Ça, ça appartient aux autres. Moi, je suis Mmh. concentrée sur moi et ce que j'ai envie de faire et ce qui me concerne. Donc, OK. Mais, non, hyper intéressant. J'en avais parlé avec, Jules Marie. mhm, Je sais pas si tu vois le mhm. joueur de tennis? Hem, qui, bah, ouais, ouais, quand il a annoncé qu'il voulait revenir à son niveau encore plus fort et qu'en plus il allait faire des vidéos YouTube, ouais, il y a beaucoup de gens qui lui ont dit: «Mais mec, pour qui tu te prends, quoi?» Enfin, et Ah ouais? ouais, 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 Waouh. c'est sûr. Après, je pense que, enfin, il le dit lui-même, tu vois, dans l'épisode qu'on a fait ensemble. C'est aussi le fait qu'ils reviennent avec des caméras, qu'ils se mettent un peu en scène Ouais, moi, j'ai pas et affirmé des choses comme ça haut et fort non plus, hein. Tu donc vois, moi, je me protège de ça peut-être en disant tout doux. que du Oh, moi, je suis plaisir. là pour. Non, non, c'est pas que du plaisir, mais je fais mon truc, c'est tout, j'affirme rien, tu vois. Je suis pas OK. là à dire dans les médias. Bon, et ils me poussent un peu. La dernière fois, ils m'ont demandé, ah, tes objectifs. Je dis, bah, j'aimerais bien jouer les grands chelems. Ah, c'était
J'arrive à la fédé le lendemain. Ah, il paraît que tu veux rejouer les grands chelems. Moi, je sais pas, faut dire un truc, quoi, tu vois, mais je sais pas mon état d'esprit là aujourd'hui d'affirmer. Et puis surtout, c'est la vérité. Je savais pas si j'allais rejouer 2 mois ou 2 ans. Hein. Ouais. Et je sais toujours pas. Hein. Ça se trouve, dans un mois, j'en ai marre, j'arrête, je sais pas. Donc non, j'affirme rien. Là, je pense pas que j'arrêterai dans un mois, vu comment je suis repiquée, mais. Non, là, c'est reparti, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est quoi, il faut rentrer dans le top 220, 230 pour Ah, faire tu vas pas un... t'y mettre toi aussi? Non, mais je vais suivre, je vais suivre. Je vais suivre, tu vois, moi je suis... Tu sais, en vrai, je C'est des dis... carottes. C'est pas, franchement, je dis pas que pour le classement comme à l'époque, c'est des carottes. Hmm. Mais voilà. Si ça se présente, tu le prends et... Non, mais en vrai, la route, elle est tellement longue. Quand tu repars tout en bas, tu es obligé d'être concentré sur voilà, ce que tu fais chaque jour, faire progresser ton jeu, regagner des matchs, re-enchaîner les matchs. Il y a tellement d'étapes, déjà, même que ton corps, il tienne à jouer 4-5 matchs d'affilée, puis que tu rejoues des filles fortes, que tu les rebattes déjà à l'entraînement, que tu les rebattes sur un set, sur 2 sets. Tu vois, j'ai tout ça à gérer, donc tu sais quoi, le classement, il suivra, quoi. Ouais, c'est long. Ok. Bon, bah écoute, on va pas trop parler du sport, mais... Si, on peut parler du sport. non, mais des classements, on va dire, Ah, des ouais. résultats et tout ça. T'as hâte de retrouver un peu l'esprit combatif, le fait de, des fois, vraiment aller au combat, d'être pas... des jours où t'es pas bien et de devoir quand même performer et de devoir y aller. Hum, À l'entraînement? En match? Ouais, en match, ouais. Genre d'être moins combative? Moins Non, déterminée à l'intérieur de moi? ouais, t'as pas peur de ça? D'être moins... D'avoir moins la hargne ou moins envie de gagner? Non, parce que si j'ai ça, j'arrête. Ok. Enfin, c'est impossible, je suis trop animée par ce que je fais. Hmm. Ah non, c'est... Non, quand je... Non. Ok. Non, c'est... Au contraire, moi, c'est l'inverse. C'est que j'ai tellement trop tout le temps envie de bien faire et trop envie de gagner et trop envie de bien faire que Ok. je vais être plus stressée, quoi. Ok. Mais alors, la non-envie, non, je Ok. connais pas trop. Si je reviens en arrière, qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Tu te souviens du jour où tu as pris la décision de mettre en pause ta carrière sur le circuit? Non, mais je pense que ça a été un cocktail de plein de choses, comme je disais, de se dire, OK, il y a eu le Covid, j'ai eu 30 ans l'année du Covid. C'était pas une envie d'arrêter, c'était une envie de faire d'autres choses. Ok. C'était un peu une frustration de dire non à des opportunités et de se dire, OK, là, j'ai envie d'explorer ça. J'ai fait une bucket list, en fait, où je me suis dit, OK, je vais avoir 30 ans. Quels étaient mes rêves, en fait? Parce que moi, j'ai toujours eu la sensation, quand je me suis mise au tennis, que voilà, je sais pas, on te met au tennis quand t'es petit, tu fais des tournois, puis en fait, tu te poses plus la question. T'es dans une roue, c'est tellement addictif comme système. Même en France, c'est les classements, les perfs, t'as perfé à combien, et chaque année, tu le sais. Donc, en fait, tu te poses pas vraiment la question. Et si tu veux, je suis tombée dedans et voilà, j'en suis jamais sortie. Mais j'avais toute une autre vie à côté, d'autres rêves que je nourrissais quand j'étais petite ou ado, que j'ai essayé de côtoyer. Et quand j'ai commencé le tennis, c'était un peu, oh ok, on va voir, une année sabbatique, puis une autre, puis une autre. Parce que moi, j'étais pas préprogrammée pour ça. Moi, j'étais dans une famille, études, etc. Donc déjà, j'avais pas le culot de dire, je vais être joueur professionnel de tennis. Il a fallu que je dise, je prends un an, je vous rassure, je reviendrai, je fais mes études à côté, etc. Enfin, il a fallu que je rassure tout le monde, et même moi-même, hein, parce que j'avais cette vision et cette éducation de la vie. Donc ouais, j'en suis revenue à cette bucket list que j'ai vraiment noté noir sur blanc. Ok, qu'est-ce que je voulais faire? Ok. Et là, je me suis dit, ok, bah, je vais les faire maintenant. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette bucket list? Il y avait écrit un livre, il y avait joué la comédie, il y avait... un autre truc, c'était tout ce qui était créativité au niveau des vêtements, mais je l'avais déjà pas mal fait avec le coq sportif. Ok. Donc j'avais pu designer mes tenues de tennis. Mais voilà, c'était un des trucs que je savais que j'avais envie de faire, peut-être plus développer, peut-être lancer ma marque ou quelque chose comme ça. Et un autre truc qui n'a rien à voir, qui n'a rien à voir avec professionnel, mais... Des trucs perso. Ouais, voilà. Ok. De refaire, en fait. Que j'aimais faire quand j'étais petite et que j'ai refait. Ok. Voilà. Trop bien. Et du coup, tu as réussi à jouer et à designer des vêtements. Tu parles là après la bucket list? Ouais, enfin, tu as réussi à le faire, à tout cocher? Ouais, j'ai tout coché, ouais. Ok. Ouais, je m'y suis attelée, et c'est là en fait que quand je te disais j'ai organisé mon emploi du temps, donc pendant je sais pas 1 an, 2 ans, en fait j'ai fait un mix de tout ça, et c'était un peu ma quête de ok, bah vas-y, comment on fait maintenant?
J'ai jamais été dans le milieu artistique. Où est-ce qu'on prend un cours de théâtre? Je sais pas. Ok, comment on fait pour écrire un livre? Enfin voilà, je me suis repenchée sur tous ces trucs-là. Et puis j'ai fait pas mal de télé. Ok. Et donc là, voilà, il y a eu toutes ces. En fait, j'avais un peu 4 piliers du coup. Pendant ce moment-là, ouais. Ok. T'es monté sur scène du coup? Ouais. Ouais, excuse-moi. Ouais. Je suis montée sur scène. Tu parles du théâtre? Ouais. Non, c'est des cours de cinéma. Ok. C'était cinéma, moi, qui focus m'intéressait. cinéma. Ouais. Et t'as réussi à jouer dans des films ou dans des séries? J'ai des courts-métrages. J'ai fait. Ouais, c'était Ok. vraiment- Ok. C'est un truc que tu voudrais refaire après? Ouais, j'aimerais bien. Après, on verra. Mais Ok. là, ce matin, j'étais à mon cours. Donc, Ok. Enfin, c'est pas un cours, en fait, c'est un atelier de coaching où enfin, on est dans le vrai. Tu vois, par exemple, ce matin, j'ai joué des scènes avec des personnes qui sont en train de tourner ou qui va tourner sa scène demain pour une série HBO que tu vas voir dans un an, tu vois. Donc, c'est hyper concret, tu vois. Trop bien. Mm. Trop bien. Bah écoute, trop chouette.